Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission On refait l'actualité. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la demande des Nations Unies d'accélérer le processus de transition, de l'affaire du journaliste Aliou Touré, du retrait des forces allemandes de la MINUSMA et, si le temps le permet, de la téléphonie qui défraye la chronique maintenant. Est-ce que nous payons trop cher les data? Pour refaire l'actualité avec nous, nous avons sur notre plateau Badou Sidi Koba, journaliste, Aminata Agali Yatara, journaliste, Ibrahim Koulibaly Issé, journaliste, et Boubacar Yalkoué, journaliste également. Aujourd'hui, nous avons un plateau plutôt journaliste. Alors, mesdames et messieurs, merci. Comme annoncé déjà, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors d'un dîner de l'Iftar à Mogadiscio le 11 avril dernier, a appelé les autorités maliennes à accélérer le retour à l'ordre constitutionnel normal. Le secrétaire général a souligné le retard pris selon lui dans l'exécution du processus de transition et s'inquiète de l'impasse dans laquelle se trouve l'accord d'Alger. Alors, Aminata, est-ce qu'on peut vraiment dire que le processus est dans l'impasse? Bonjour Alexis, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alexis, c'est malheureux de le constater ces derniers temps, mais vous savez, le Mali a des problèmes avec tout le monde, malheureusement. Et souvenez-vous, le 5 février, je crois, quand le Mali déclarait persona non grata, Guillaume Gueffa, le secrétaire de la division droits de l'homme de la MINUSMA, le secrétaire général s'était fendu du communiqué en question. Alors donc, il est évident qu'il ne ratera aucune occasion pour remettre ça sur le plateau, sur le tapis. Mais en gros, on peut, oui, le référendum a été reporté et aucune nouvelle date n'a encore été donnée. Oui, on a des raisons de constater ou de croire que ce report aura en tout cas à déteindre sur le reste du processus. Ici, est-ce qu'on est vraiment dans l'impasse? Dire qu'on est dans l'impasse, c'est le tour. D'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je profite vraiment du micro pour saluer tous les téléspectateurs et puis remercier Alexis aussi pour cette émission. C'est ma première participation. Je suis l'émission depuis un certain temps. Merci en tout cas pour l'initiative. On n'est pas dans l'impasse. Dire qu'on est dans l'impasse, c'est trop dire. Quand on dit qu'on est dans l'impasse, ça veut dire qu'on a raté le coach. Ce n'est pas le cas. Il y a eu un raté. C'est quoi? C'est que la date du référendum a été reportée jusqu'à nouvel ordre. C'est vrai, il n'y a pas une nouvelle date qui a été fixée. Et cela s'explique parce que la mise en place de l'EJ, il dit que le démembrement de l'EJ doit être mis en place 6 mois avant le début des opérations électorales. Donc c'est ce processus qu'on a commencé. Si ce processus n'avait pas commencé, on allait dire que bon, on est dans l'impasse. Mais le processus a commencé. La mise en place des démembrements de l'EJ sur toute l'étendue du territoire est en cours. Donc pour moi, il y a eu un raté, mais il n'y a pas d'impasse. C'est votre avis également, Yalkoué? Oui, bonjour d'abord. Je vous remercie pour l'invitation. Et comme ici vient de le dire tout à l'heure, moi je pense qu'il y a des raisons fondamentales qui sont là et qui font que nous sommes contraints d'aller dans une dynamique de réajustement du processus qui avait été préalablement établi. Et aussi, il faut comprendre que quand on est dans une situation d'exception, il est difficile, c'est-à-dire que le processus validé en avant, il est difficile de le respecter pour la simple raison que, compte tenu de certaines nouvelles réalités qui s'intègrent dans le processus, il faut chercher à réadapter, c'est-à-dire que les différentes positions à ces réalités-là et faire en sorte que, en tout cas, qu'on puisse sortir du processus avec des résultats escomptés. Et on est dans cette dynamique aujourd'hui. Il a parlé de l'EJ, il y a le cadre de l'EJ. Moi-même, personnellement, j'étais aussi dans la commission de finalisation du processus, du projet de constitution. Et ce projet de constitution, on sait bien évidemment que déjà le
gouvernement aussi est dans une dynamique de vulgarisation aussi de ce processus-là, pour que les gens puissent comprendre le bien fondé, c'est-à-dire que des innovations qui ont été adoptées, apportées à ce document-là, il y a ce processus aussi qui est en cours. Et aussi, ce qui a été fait par rapport aussi au report, c'est-à-dire que jusqu'à un nouvel ordre, c'est un accord commun. Si je dis un accord commun, toutes les sensibilités, en tout cas les partis politiques, ont été appelés par l'administration territoriale pour leur faire part de la situation. Et je pense bien évidemment, je n'ai quand même pas vu d'opposition radicale en tant que telle par rapport au processus. Et donc pour cela, je pense que nous devons comprendre, mais cela n'empêche aussi qu'on joue aussi en sentinelle. Parce que ça fait un peu longtemps qu'on est dans le processus et il faudrait bien quand même qu'arriver à un moment donné qu'on puisse sortir de là, mais qu'on sorte aussi sans incident majeur, c'est très important. Parce que quand les gens bousculent trop et que finalement on part, c'est-à-dire que vers une élection bâclée, il faut s'attendre à des conséquences lourdes. Ok. Badou, est-ce que ce n'est pas parce que nos autorités ne parviennent pas à rassurer la communauté internationale sur leur bonne foi? Justement, le problème se situe au niveau de la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale est pressée pour que le Mali retrouve une vie constitutionnelle normale. Or, du côté des autorités de la transition, il y a du souci parce que pour les autorités de la transition, d'abord il faut le retour de la sécurité, il faut des réformes politiques et institutionnelles adaptées. C'est ce qui explique la nouvelle constitution qui est en passe d'être adoptée, même si le référendum n'a pas été organisé d'abord. Et au-delà de cela, il y a l'accord d'Alger. Je pense que l'accord d'Alger est sous toutes les lèvres au niveau de la communauté internationale. Donc il faut que et la communauté internationale et les autorités de la transition prennent en compte ces préoccupations. Et au-delà de cela, il faut que la transition aussi associe tout le monde. C'est-à-dire il faut une transition inclusive si nous voulons sortir de ces mauvais pas. Parce que quand il s'agit d'organiser un scrutin comme le référendum, il faut une large adhésion populaire. Il faut que les Maliens de Gargando, les Maliens de Gargouna, les Maliens de Banido, les Maliens de Tamalet ou les Maliens de Tidalman sachent que réellement il y aura un référendum. Et de ce référendum naîtra la 4e République. Et c'est cette 4e République qui va définir la politique du Mali pendant les 50 prochaines années peut-être. Donc c'est pour dire que et du côté du gouvernement et du côté de la communauté internationale, le temps presse. Mais je pense qu'il faut que la communauté internationale fasse preuve de bon sens. Parce que je me rappelle bien, en 2013, le président François Hollande a bel et bien dit qu'il faut qu'il y ait des élections à bonne date. Et sur ça, la France sera intraitable et il ne pourrait en être autrement. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention. En organisant des élections à la Richard, des élections bâclées, la classe politique va encore investir le boulevard de l'indépendance. Donc nous allons retourner encore à la case départ. Ce n'est pas une bonne chose. Je crois que chacun prenne le temps de réfléchir et que vraiment nous prenons tout le temps, parce qu'il ne s'agit pas d'engager une course contre la montre. Il s'agit vraiment de faire en sorte qu'au bout du rouleau, le Mali puisse retrouver une vie constitutionnelle pour que nous puissions plus connaître la spirale des coups d'État. Parce qu'un coup d'État ne fait pas avancer un pays. Il faut oui, mais comme disait Ami tout de suite, pourquoi nous, on ne s'entend avec personne? Oui, nous, je me permets de répondre à cette question. Nous, on ne s'entend avec personne pour la simple raison que nous avons voulu rompre avec un certain ordre établi depuis un certain temps. Que c'est cet ordre-là? C'est de toujours recevoir des ordres. C'est à nous qu'on dit toujours il faut faire comme ça, il faut passer par. On nous a toujours dicté des choses qui n'ont jamais marché. Et cette fois-ci, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Et c'est ça notre conflit avec la communauté internationale. On nous a toujours infantilisés. On dit, bon, c'est comme ça, il faut faire vos élections, c'est à telle date, il faut faire vos élections. Mais, moi, je voudrais... Quel est ce pays européen où les Africains ont eu à dire, il faut faire ça, il faut faire ça? Alors qu'il y a beaucoup de pays de l'Union européenne qui ont eu des problèmes. Nous avons vu le cas de la Grèce ici. Mais non, si c'est l'Afrique, c'est eux qui viennent toujours nous dicter des choses. Donc la nouvelle génération... Parce qu'on prend leur argent aussi. On n'a même pas besoin de prendre leur argent. Non, mais on prend. Non, mais c'est eux qui nous l'imposent. Parce que le système financier international qu'ils ont mis en place, on ne prend pas leur argent. Ça a été démontré ici que les prêts qu'on nous donne, non, c'est notre propre argent. Parce qu'on va trouver que le Mali n'a pas d'argent, la Côte d'Ivoire est remplie, on prend l'argent de la Côte d'Ivoire, on fait crédit au Mali et les bénéfices leur appartiennent. Ça a été démontré. Donc nous ne prenons pas leur argent. C'est notre argent. On est même spoilé. Donc
Le problème du Mali, c'est que le Mali est l'un des rares pays africains aujourd'hui à avoir compris ça très tôt et à vouloir rompre avec cela. Et cela fait que c'est difficilement nous allons nous entendre avec le reste de la communauté internationale. C'est un combat, ça a un prix. Et nous sommes en train de payer ce prix-là. Donc, notre problème, c'est ça, parce que nous ne voulons plus de l'ancien ordre. Ok. Alors, il est évident pour tout le monde que on a déjà raté, en tout cas, que le calendrier initial ne sera pas respecté. À ce niveau, quelle peut être déjà la position de la CEDEAO? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la CEDEAO, Ami? Alors, Alexis, il est évident, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, aujourd'hui, il est évident qu'aujourd'hui, personne ne fera cadeau, en tout cas au Mali, vu tout ce qui s'est passé ces derniers mois ou sinon ces dernières années. Mais en même temps, puisque le pont n'est pas totalement coupé entre le Mali et la CEDEAO, je pense que la CEDEAO est à même de savoir les efforts qui se mènent justement au niveau de l'EJ qui en tout cas réalise des prouesses dans la mise en place des structures de ces structures dans les différentes régions et également au niveau de la carte biométrique en tout cas qui aussi avance à grands pas parce que je pense que les retraits ont déjà commencé pour les premières personnes qui se sont faites enrôler. Celle que je ne comprends pas, c'est mon avis personnel, c'est bien la classe politique. Elle a certes fait beaucoup de choses dans le passé, mais on ne peut pas la cadrer dans une posture qui l'affaiblit, je vais dire. Or, elle joue une place prépondérante dans l'évolution des choses dans ce pays. Et à mon avis, la transition ne lui a fait aucun cadeau. Et c'est certes une opinion, je l'ai dit tout à l'heure, qui a rendu la classe politique responsable de tout ce qui ne va pas dans le Mali. Alors, elle devrait aujourd'hui être soudée plus que jamais et aider la transition à partir dans les meilleures conditions, on va dire. Or, non seulement elle n'est pas unie, mais en plus, beaucoup de lenteur lui incombe malheureusement parce que à tous les niveaux pratiquement, ils ont toujours des arguments pour essayer de justifier leurs actes qui souvent, en tout cas, ne sont pas valables pour la majorité des gens. Badou, on peut dire que le retard incombe à la classe politique? Non, je pense que quand on parle de processus, il ne faut pas aller à la roulette russe. Et il ne faut pas accuser la classe politique, il ne faut pas non plus accuser la transition. Mais ce que je peux dire sur votre plateau, c'est qu'il faut qu'il y ait un consensus. Un chronogramme a été établi. Maintenant, on s'est rendu compte que ce chronogramme n'est pas tenable. Le chronogramme, ce n'est ni la Bible, ce n'est ni la Torah, ce n'est ni le Coran. Le chronogramme a été établi par 2 hommes. Maintenant, il faut un consensus. Parce que moi, côté CEDEAO, ça ne m'inquiète pas. C'est le côté interne qui m'inquiète. Il faut que la transition, la classe politique, la société civile, les religieux, etc., il faut qu'ils embouchent tous dans la même trompette et se mettent d'accord. Maintenant, s'ils arrivent à se mettre d'accord, ils peuvent sortir un autre chronogramme pour dire à la CEDEAO de façon consensuelle, voici le chronogramme que nous avons pu dégager. Parce que les choses suivent leur cours normal. Par exemple, les démembrements des legs sont en train d'être installés et je pense que celui qui est à la tête des legs, Maître Moustapha Cissé, c'est un homme d'expérience parce que celui qui a organisé les scrutins de 2002, il a bien organisé les scrutins. Je pense que donnons le temps au temps. Maintenant, le problème est plutôt interne parce que si au niveau du Mali, les Maliens eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre, donc ils vont ouvrir la brèche et des pays comme la France pourront s'engouffrer dans la brèche. C'est ce qu'il faut éviter. Donc si au niveau du Mali, on se met d'accord, je pense que la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies ne peuvent que nous venir en aide. Mais pourvu que tout vient d'abord du Mali et des autorités du Mali et de la classe politique, de la société civile, etc. etc. Ok. Est-ce que c'est possible, Yalkoué, que la classe politique s'entende et accompagne plutôt que de mettre des roues dans les bâtons de la transition pour retarder plus le processus? Bon. Parce que chaque fois qu'on dit on n'est pas d'accord, chaque fois qu'il faut... Vous avez dit que vous étiez membre de la commission de révision, de finalisation, c'est parce qu'on n'était pas d'accord avec la première mouture qui a eu cette commission. Tout à fait. Tout à fait. Oui, des inquiétudes avaient été émises ici et là, et c'est ce qui a d'ailleurs même amené le président à mettre en place cette dernière commission. Et comme vous l'avez si bien dit par rapport à la classe politique, moi je pense que... En même temps, vous n'avez pas corrigé grand-chose.
Si. Non, en fait, on n'avait pas le droit d'aller jusqu'à un certain niveau parce que quand on désarticule carrément le texte, c'est comme si on fait table rase. Okay. On est obligé d'aller à la case départ. Okay. Maintenant, les inquiétudes, les différentes dispositions qui avaient soulevé vraiment, c'est-à-dire que des interprétations ici et là, il fallait qu'on se comprenne là-dessus. Okay. Et déjà, ces grandes dispositions sont connues, notamment avec cette question de laïcité, les histoires de langue nationale, etc., etc. On a quand même... et aussi, il y a eu des innovations. Le fait qu'on ait permis au président non seulement de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale qui n'était pas là, parce que l'effet contraire était là. Alors on a dit que c'est très dangereux compte tenu du contexte du pays, parce que si tu donnes la possibilité à des gens, à des députés radicaux, ou bien si le président n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et qu'il n'a pas la possibilité de mettre fin à la mission de l'Assemblée nationale, ça risque de nous amener vers des situations franchement qui pourraient être regrettables pour tout le monde. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, comme vous avez aussi bien dit par rapport à la classe politique, bon, l'habitude c'est une seconde nature, hein. Cette classe politique ne s'est jamais entendue sur l'essentiel dans ce pays. Jamais. C'est pour des questions personnelles. À chaque fois que vous les voyez prendre des positions, ils le disent, c'est-à-dire qu'au bout des lèvres, sous prétexte qu'ils le font pour le pays, mais c'est tout à fait le contraire. Ce n'est que la face visible de l'iceberg. Pour la simple raison que vous imaginez aujourd'hui la situation du pays, elle l'a si bien dit. La classe politique, elle en est beaucoup. Elle est responsable pour beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, on ne peut pas elle seule l'accuser parce qu'on a une société civile pourrie aujourd'hui. On a, c'est-à-dire que des religieux qui sont devenus des politiques. Est-ce que vous voyez, qui au lieu de prêcher la parole de Dieu, c'est-à-dire que s'aventurent dans des postures qui n'ont pour finalité que remplir leurs poches ou bien avoir des postes ici et là, mais c'est quand même dommage. Mais tout ça, c'est parti des politiques à un moment, en quelque sorte. Et à leur niveau, vous avez si bien dit, on est dans un contexte particulier. Moi, je pense que du moment où on est dans un contexte particulier et que la classe politique, elle est décriée, tout le monde pense qu'elle est responsable de ce que nous vivons aujourd'hui. Elle devait quand même faire l'introspection de leur parcours et partant de là, voir comment redorer leur blason. C'est l'occasion ou jamais. Il faut redorer son blason et voir ensemble quelles sont, c'est-à-dire les exercices nécessaires, quelles sont les contributions rationnelles qu'elle peut apporter à cette transition-là pour qu'on puisse arriver à bon port. Parce que tout le monde cherche une transition réussie. Et la transition réussie, elle n'est possible que si tout le monde s'y met de façon sincère. Et cela manque aujourd'hui. Vous avez vu même par rapport au projet de constitution, ils ont été approchés. Il y a une partie qui a refusé de partir. Mais il y a d'autres tels que l'ADEMA et autres. Les gens ne pensaient pas que l'ADEMA allait être là, mais l'ADEMA a participé. Au-delà de l'ADEMA aussi, il y a le cadre aussi qui était là. Ce que vous voyez, à travers Aya et puis, comment on appelle ça, Amadou Koïta. Ils ont donné des contributions, même si leur idée était qu'on parte vers une révision constitutionnelle que de faire une nouvelle constitution. Ils ont quand même donné leur rapport par rapport à ça. Et moi, je pense que c'est l'occasion, plus que jamais pour cette classe politique-là, de revenir à la raison. Aider cette transition-là pour qu'on arrive à bon port. C'est en cela seulement non seulement qu'elle pourra redorer son blason et qu'elle pourra aussi espérer. Parce que normalement, comment on appelle, les postes politiques appartiennent aux politiques. La transition doit être sanctionnée par des élections. Et normalement, c'est les politiques qui vont entrer dans la danse après. Mais s'ils ne se comportent pas bien, il ne faudrait pas qu'ils pensent quand même que les gens vont leur donner une seconde chance encore. Mais ici, en même temps, il faut reconnaître, disons, à la décharge de la classe politique, d'abord, elle a été chargée de tous les péchés d'Israël, ce qui lui incombe et ce qui ne lui incombe pas. Elle a été exclue du jeu pendant longtemps et on a voulu juste se servir de la classe politique le moment venu. Mais quand même, la politique ne peut être faite que par les politiques. Alors, est-ce que vous pensez que la transition a suffisamment rassuré la classe politique pour lui permettre de s'exprimer, de s'impliquer à hauteur de souhait? Par rapport à la classe politique, il y a beaucoup de choses à dire. Sur ce plateau, je dois avoir l'honnêteté intellectuelle et le courage de dire que moi aussi, c'est un homme politique. Et je l'assume entièrement. Vous savez, au Mali, il y a eu un péché originel de la classe politique. En 1991, quand le régime de Moussa Traoré tombait,
la classe politique malienne n'était pas suffisamment préparée. Mais on a donné 9 mois à la transition. Finalement, on est parti à 14 mois. Pour que les gens se préparent à la conquête du pouvoir. Donc, dans la précipitation, nous sommes allés à la conquête du pouvoir, on a gagné. Et ça a donné lieu à toutes sortes de dérives. Et finalement, la politique, au lieu que ça devienne la gestion de la cité, la politique est devenue un moyen de réalisation personnelle. Donc, c'est ce qui explique tous les déboires, transhumance politique, fraude électorale, tout ce que nous connaissons, uniquement pour arriver aux affaires et pour se servir. Et on a vu les limites de cette pratique. Combien de coups d'État? À chaque 10 ans, il y a un coup d'État. À chaque 10 ans, il y a eu un coup d'État. Donc ça veut dire que le système ne marche pas. Et par la faute de ses propres acteurs. Et aujourd'hui, je pense que cette transition bénéficie de cette critique de la classe politique. Parce que les gens se disent, trop c'est trop, ils ont tout le temps échoué. Donc, laissons la transition faire. Maintenant, concernant la transition, tous les retards de la transition, on ne peut pas accuser la classe politique de cela parce que ce n'est pas la classe politique qui mène la danse, ce n'est pas la classe politique qui fixe le calendrier et ce n'est pas la classe politique qui pose les actes. La classe politique donne son point de vue et c'est ça son rôle. Il ne faut pas que les gens confondent le point de vue d'un homme politique avec confondre ça avec un refus. Non, c'est ça l'animation politique. C'est ça l'animation politique. Et pour une question de survie, vous n'êtes plus aux affaires, vous n'avez pas droit à la parole, mais vous allez mourir. Donc la classe politique doit s'exprimer. Mais maintenant, il faut faire la part entre s'exprimer, donner son point de vue et chercher à tout gâter. On doit se poser la question, est-ce qu'il y a eu suffisamment d'ouverture à la classe politique pour lui permettre de participer convenablement, efficacement et effectivement à la transition? Moi, je pense que aux premières heures du coup d'État, les militaires sont venus avec beaucoup de préjugés. Sur la base des conseils de certains hommes politiques. Et ils avaient tout à fait raison de se méfier. Après, on est arrivé à ce qu'on appelait la rectification de la transition. Et cette rectification, il faut se le dire, le M5 est venu aux affaires parce que c'est le M5 qui était à la base de tous les soulèvements contre le régime du défunt Ibrahim Boubacar Keïta. Donc maintenant, aujourd'hui que le M5 est là, est-ce que le M5 a fait suffisamment d'ouverture à l'ensemble de la classe politique? Parce que le gouvernement qui a été formé, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, ni un gouvernement d'ouverture. Donc, c'est un gouvernement qui a été formé, en tout cas sur la base comment on appelle ça, d'une classe politique, pas de l'ensemble. Donc, on ne peut pas approcher à la classe politique de ne pas suffisamment jouer son rôle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui serait mieux pour nous? On ne peut pas ouvrir à tout le monde. Mais le mieux, ce serait de mettre en place un dispositif permettant à la majorité de la classe politique de bonne foi de pouvoir participer à l'action gouvernementale pour que nous puissions avoir une transition apaisée et réussie. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a intérêt à cette transition échoue. Parce que la transition échoue, ce n'est pas les 5 colonels, hein, c'est tout le Mali. C'est tout le Mali. Parce qu'aujourd'hui, on est suffisamment très fragile. Et on a atteint un niveau de combat de non-retour. Donc moi, je pense que autant les hommes politiques doivent se montrer de bonne foi, autant aussi la transition doit savoir faire lecture pour ne pas faire de l'amalgame et essayer de composer avec la classe politique qui voudrait réellement travailler pour ce pays-là. Oui, dans tout ça, on n'a pas trop entendu la réaction des autorités par rapport à la déclaration de Guterres. Aminatou, quelle peut être leur réaction dans ce cas-là, puisque tout ce qui a été dit est vrai?
Bon, Alexis, c'est vrai que la réunion du Conseil de sécurité du 12 avril, si je ne me trompe pas, est venue encore compliquer davantage les choses. Bon, ça reste mon avis. Et cette rencontre ressemblait plus à une charge en règle contre le Mali que sur les questions de droits de l'homme. Dans un mémorandum, je l'ai noté quelque part, publié sur les réseaux sociaux, le gouvernement malien assure que la mise en œuvre diligente du chronogramme de la transition demeure une priorité des autorités maliennes, comme celle de l'accord d'Alger. Et il remet en question le fondement des mises en cause du secrétaire général de l'ONU, selon lequel les forces maliennes ont commis des abus contre les civils lors d'opérations auxquelles a pris part du personnel de sécurité étranger. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce qui a été publié, qui est d'ailleurs vrai, si je m'en tiens en tout cas aux sources auprès de qui j'ai vérifié. Voilà. Les croire sur parole que ça reste une préoccupation au vu du terrain? Oui, l'organisation des différents scrutins reste une préoccupation pour les autorités de la transition. Il faut que la communauté internationale accompagne cette transition parce que depuis 10 ans, nous sommes dans l'impasse. Depuis 10 ans, nous traversons une crise politique et institutionnelle due aux dommages collatéraux de la crise libyenne. Il faut le souligner. Et je pense que j'ai suivi les allocutions des uns et des autres. J'ai suivi les propos d'Issa Kounfourou qui a répondu à l'ambassade de la France aux Nations Unies, Nicolas de Rivière. Il a répondu aussi au président de l'Équateur, Guillermo Lasso, à travers son ambassadeur, parce qu'il me semble que le président de l'Équateur ne connaît pas bien le Mali, il n'a qu'à plutôt s'occuper de ces trafiquants de drogue et qu'on nous laisse tranquille. Donc, j'ai suivi aussi les propos d'Antonio Guterres. Donc, dans tout ça, quand on parle de la question des droits de l'homme, moi je pense qu'en matière de droits de l'homme, aucun pays au monde ne peut donner des leçons au Mali. Parce que le Mali est respectueux des droits de l'homme. Le Mali a ratifié tous les textes en rapport avec les droits de l'homme. Je ne sais pas quel prétexte ces gens-là veulent utiliser encore pour essayer de nous enfoncer. Parce que à l'heure où je vous parle, sur l'île de Mayotte, ça ne va pas. La France a décidé de procéder à des rafles sur l'île de Mayotte. Or, nous savons tous que Mayotte, c'est pour les îles Comores. Et le président de l'Union africaine, Assoumani Azali, qui est le président des îles Comores, a déjà réagi pour dire que ce que les Français veulent faire à Mayotte, c'est pas normal. Donc, c'est pour dire quand on parle des questions de droits de l'homme, il ne faut pas qu'on cite seulement le Mali. Le Mali n'en est pas un. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que cette communauté internationale puisse accompagner le Mali au lieu d'accuser le Mali. Et je pense que le problème fondamental, c'est que depuis que le Mali a décidé que la France ne sera plus le porte-plume du Mali, je sais qu'il a irrité les Français et ils sont en train d'aggraver la situation en sous-main. Il faut que les Français arrêtent avec ça. Nous sommes déjà sur les rails pour aboutir à un processus électoral normal. On a commencé à distribuer les cartes biométriques, etc. Donc tout ça, c'est de bonne foi. Et au-delà de cela, par rapport à l'application de l'accord d'Alger, moi je pense que les autorités de la transition ont rempli leur part du contrat, le reste revient à la CEMA. Mais chaque fois, la CEMA, de façon unilatérale, au lieu d'attendre le comité de suivi de l'accord, c'est à Alger ou bien à Rome pour essayer d'aller mentir, et la communauté internationale suit la CEMA dans ce sens. Il faut arrêter avec ça, tout simplement parce que des avions de chasse ont survolé la ville de Kidal, on est en train de raconter des histoires partout. Moi je pense que c'est une bonne chose. Kidal fait partie intégrante du Mali. Donc si des avions de chasse de l'armée madeleine malienne décident de patrouiller au-dessus de Kidal, quoi de plus normal? Il n'y a pas une zone d'exclusion aérienne autour de Kidal. Kidal appartient au Mali, Kidal appartiendra éternellement au Mali. Je pense que arrêtons avec les jeux de mots. Je pense qu'Antonio Guterres, nous avons du respect pour lui, D'ailleurs, son pays, le Portugal, a commis tellement de ravages pendant les luttes coloniales sur le continent africain. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Nous savons tous que tout ce que les Portugais ont fait au Mozambique, en Angola, à Sao Tomé et Principe. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais tout ce que je peux dire, je peux tout simplement demander à la communauté de nous accompagner. D'accord. Mais Badou, est-ce que l'affaire Aliou Touré ne vient pas mettre du bémol à tout ce que vous dites, parce que il y a un directeur de publication qui a disparu après une conférence de presse au cours de laquelle il demandait quand même la libération de Rasbach et de Rose Vicher. Il disparaît, il réapparaît sain et sauf. Est-ce que ce n'est pas une problématique de droits de l'homme? On va revenir, mais on va peut-être demander à Yalkoui, qui était au cœur de l'affaire, de nous restituer et de nous mettre dans le contexte pour qu'on puisse mieux comprendre et discuter. D'accord, merci. Vous avez parlé des questions de droits de l'homme. Oui. Effectivement, on sait bien évidemment que les organisations de droits de l'homme telles que la CNDH ont même fait des communiqués par rapport à la disparition de notre confrère.
Comme vous l'avez si bien dit, Aliou Touré et moi, le 5, je pense, le 5, le soir, on a communiqué au téléphone. Il était à son bureau. Il venait juste de rentrer de la conférence qui a eu lieu, du CIDER qui a eu lieu à la Maison de la Presse. Et quand on a parlé vers 18h45, et après, il me disait que juste après la rupture, il va rentrer à la maison. Et le lendemain, c'est sa famille qui m'a saisi tôt le matin pour me dire qu'il n'est pas arrivé. Ils sont sans nouvelles de lui, ses contacts sont sur répondeur. Et quand ils sont arrivés au niveau de son bureau aussi, la voiture n'était pas là et le bureau était fermé à clé. Donc j'ai envoyé quelqu'un qui a ouvert le bureau, il n'était pas là. Et c'est à partir de cet instant que nous avons commencé les recherches. On allait au niveau des commissariats, la gendarmerie, le camp 1, etc. La gendarmerie de Karabankoro, le camp 1, les centres de santé au niveau du tribunal. Nous ne l'avons pas vu. Et c'est suite à cela, très rapidement, vous avez vu les organisations professionnelles de droits de l'homme, des organisations professionnelles des médias, chacune à son niveau a fait un communiqué. Et suite à cela, maintenant, nous avons dit, au lieu d'aller en rang dispersé, nous avons mis en place une cellule de crise qui d'ailleurs a fait un premier communiqué et après il y a eu une rencontre à la Maison de la Presse présidée par le président de la Maison de la Presse qui est devenu par la suite le coordinateur et nous avons décidé de faire une conférence de presse je crois le lundi et bien avant, le jour où on a décidé, on a fait le communiqué et le même soir le confrère on l'a retrouvé, il a réapparu vers Yirimadio, il m'a appelé personnellement. Moi, je suis allé le chercher. J'étais avec le président de la Maison de la Presse et Alba Diadiko de l'UNAGEP. Et quand nous sommes quand même arrivés, il nous a rassuré qu'il franchement dire, il n'a pas subi de violence physique. Il ne l'a pas subi. Et il était même malade le soir quand il est arrivé. Ils ont vu son état, ils l'ont demandé. Il dit qu'il a ses médicaments dans sa voiture. Ils sont allés chercher les médicaments pour lui remettre. Bon, maintenant, au-delà de ça, nous l'avons demandé, est-ce que les hommes qui l'ont enlevé, est-ce qu'ils peuvent vraiment nous décrire leur identité? Il dit, honnêtement, il n'a pas vu leur visage. Parce que quand ils sont venus, il est descendu de son bureau, arrivé au niveau de sa voiture seulement, ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont cagoulé, et puis ils l'ont mis dans une voiture, et puis ils l'ont emmené vers une destination inconnue, avec sa voiture bien évidemment. Ils sont partis avec sa voiture aussi. Donc ils ne savaient pas qui l'ont enlevé. Là où il était pendant son séjour, ils ne le savaient pas. Et ils sont venus c'est-à-dire que le jeter, bon, le mot est un peu fort, ils sont venus le jeter vers Yirimadio, et ceux-là qui l'ont emmené là-bas aussi, il n'a pas vu leur visage. Donc honnêtement, il ne peut absolument rien dire de plus en termes de détails par rapport à ce que j'ai dit, par rapport un peu à ses conditions de détention où il n'a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de violence sur sa personne. Mais bon, en tout cas, l'inquiétude était là. Comme les partis politiques, comment on appelle ça, au niveau de la presse, les organisations de droits de l'homme, tout le monde a franchement égrené l'inquiétude et par là également condamné l'acte. Condamné pour la simple raison que nous sommes dans un état de droit. Et quand un individu pose des actes qui semblent être anormaux, il y a des voies légales pour l'interpeller. Même si pour le moment on ne peut pas dire avec exactitude qui est à la base de ce kidnapping. On ne peut pas le dire pour le moment. Mais il est du devoir quand même de l'État de sécuriser les personnes et leurs biens. Et surtout, nous sommes dans un contexte très compliqué. Au niveau quand même du nord, à partir de Ségou jusqu'au nord, l'État c'est-à-dire que, est en train de le dire un peu partout que bon, en tout cas ils sont en train de fournir de gros efforts pour le retour c'est-à-dire à la sécurité, c'est-à-dire que à la normale. Et moi je pense qu'au même moment, si à Bamako ici un journaliste disparaît comme ça pour diverses raisons, c'est inquiétant. Nous l'avons condamné à l'époque. En tout cas, on l'a retrouvé. On a maintenu la conférence. Au lieu de la conférence de presse, on a fait un point de presse à l'issue duquel le président de la Maison de la Presse a tout dit. Les gens l'ont écouté, il a condamné, il dit que jusqu'à présent, le gouvernement, jusqu'à preuve de contraire, le gouvernement n'a pas encore fait un communiqué. Jusqu'à présent. Donc lui, il a vraiment estimé que c'est un silence lourd, c'est un silence coupable. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique. Et donc pour laquelle on a dit cet acte, ça dit que c'est un acte de trop. Parce qu'on a notre confrère Birama Touré qui est porté disparu depuis 2016. Nous avons mené le combat, on a posé pas mal d'actes. Jusqu'à présent, on ne sait pas, ça dit que où se trouve notre confrère. Est-ce que vous voyez, même si le dossier est en instruction, moi-même je suis dans le dossier, j'ai été interpellé, j'ai passé plus de 7 heures d'horloge entre les mains du juge d'instruction et le procureur Diarra à l'époque en commune 4. Et il y a Dramé qui se retrouve en exil à cause de cette situation. Il est temps que la manifestation de la vérité ait lieu dans cette affaire-là. Et moi je me dis qu'au-delà du cas Aliou, peut-être les moments ne sont pas les mêmes. Birama c'était sous Ibeka, le cas Aliou c'est sous la transition, plus jamais un tel acte. Pas seulement vis-à-vis c'est-à-dire que d'un journaliste,
Mais même un simple citoyen, ce n'est pas normal. Et il est du devoir. Et moi, je pense que si les autorités ne font pas attention à ça, cet acte risque d'écorcher leur image. Ce n'est pas du tout bon. Oui, alors Aminata, vous, quelle lecture vous pouvez faire de cette situation? Bon, Alexis, voilà des détails dont j'avais pas connaissance de la part de Yalkoué, qui était membre de la cellule de crise. Il faut qu'on essaie juste de voir maintenant qu'il a été retrouvé sain et sauf, Dieu merci, qu'il n'ait rien eu, que l'on voit le bon côté des choses. En tout cas, cet événement, malheureux soit-il, a permis une grande mobilisation de la corporation, de toutes les organisations fêtières, de la presse, chose qu'on n'avait pas vue il y a très longtemps, même si j'étais encore petite, mais je pense qu'une telle mobilisation, la dernière fois que ça a eu lieu ici au Mali, c'était justement c'est l'affaire de la maîtresse du président. Voilà, donc non, même je en pense 2012, que juste avec le cas Saouti. Ah, c'est vrai, effectivement, ça aussi, mais en tout cas, ça reste des cas, en tout cas, qui peuvent permettre, même si on ne le souhaite pas, quand il y a des problèmes, que l'on puisse savoir qu'on est réconforté par ses confrères au-delà de tout ce qui se passe à l'interne. Ça ne s'est d'ailleurs pas limité aux médias, aux hommes de médias, c'est aller plus loin que tout ça, parce que si j'ai bonne mémoire, il y a eu également le bâtonnat, l'ordre des avocats également qui a été au centre de tous les combats au Mali. Il a été pointué sur des questions de justice. L'ordre était devenu subtilement aveugle et aphone au point qu'on se demandait ce qui arrivait à nos avocats. Et ceci est valable pour, en tout cas, toutes les organisations qui se sont réveillées maintenant. Finalement, on va dire, voilà le bon côté des choses, à mon avis. Mais après, il y a les questions que l'on se pose justement par rapport à ces enlèvements, à ces menaces que les gens reçoivent au quotidien. On est dans un pays, entre guillemets, démocratique, mais on ne peut même plus parler de démocratie au Mali si nous nous retrouvons restreints à se limiter à l'opinion publique répandue. Même si on ne partage pas forcément certaines opinions, on est obligé de garder pour soi maintenant pour ne pas s'exposer à des dangers, notamment comme ce que vient de vivre. J'espère que Badou va te contredire. Badou, tu dis on n'a pas de leçon de le droit de l'homme à recevoir. On est un modèle en matière de droit de l'homme, mais quelqu'un a été enlevé. Elle a dit les journalistes s'autocensurent et les gens sont censurés. Est-ce que vous, à la lumière de l'affaire Aliou Touré, est-ce que vous pensez que tout va bien dans le meilleur des mondes en matière de respect des droits de l'homme? Bon, en matière de respect des droits de l'homme, comme je l'ai dit, le Mali est quelque part un modèle. Okay. Parce que même par rapport à la disparition d'Aliou Touré, il y a eu d'autres précédents. Il faut le souligner. Je pense que vous êtes nos aînés ici. Vous avez vécu les événements de 91. L'une des raisons pour lesquelles les patriotes sont sortis, c'est pour qu'il y ait la liberté d'expression au Mali. Et malheureusement, en 93, je me rappelle bien, quand Sambi Touré a parlé de Bibi de Bota à Koulouba, il a passé un mauvais quart d'heure en prison par la faute de Sadassi, paix à son nom. Ensuite, il y a eu le cas de Dragon qui a été très bien bastonné en son temps. Ensuite, en 2012, Bokari Daou a été enlevé devant le Républicain. Il a passé plusieurs jours dans le geôle de la sécurité d'État. Ça l'a même un peu traumatisé. Saoutouli, on lui a fracassé le bras. Et l'autre, Aliou Touré, qui a été tranquillement enlevé et séquestré pendant quelques jours. Donc, c'est pour dire que même si quelque part le Mali est respecté des droits de l'homme, il faut faire extrêmement attention. C'est vrai, au-delà de beaucoup voient des mauvais, l'Agence nationale de la sécurité d'État, le pouvoir en place, mais souvent il y a aussi des règlements de compte. Des personnes de mauvaise foi, parce que tu as eu à écrire sur eux, peuvent aussi dépêcher des bords
Bado pour te corriger. Je ne vais pas rentrer dans les plaidoyers pro domo. Quand j'étais directeur de publication du journal Carrefour, je partais faire le mauvais garçon vers Kalabankoro. Dès Bado m'ont pourchassé. Heureusement, j'ai hurlé à temps, la foule est venue. Donc, ils se sont volatilisés dans la nature. Donc, c'est pourquoi l'État doit s'assumer, l'État doit prendre ses responsabilités. Sinon, si on parle de liberté d'expression, je pense que l'Occident n'est pas un modèle. La France a fermé Russia Today, Sputnik, parce que les Français disent que c'est des radios, c'est des télévisions de propagande au service de la Russie. Et récemment, Poutine a enfermé un opposant, Vladimir Kara-Murza. Il écope de 20 ans d'emprisonnement parce que tout simplement il a dénoncé la guerre en Ukraine. Donc quand on parle de liberté d'expression, je pense que partout dans le monde il y a des problèmes entre journalistes et pouvoir, entre journalistes et politique, ça n'a jamais été le parfait amour. Et quand on tabasse un journaliste ou on enlève un journaliste, le pouvoir condamne du bout des lèvres. Mais dans le fond, ça plaît à certains. Parce que quelqu'un qui dénonce ne peut pas être aimé. On est sûr aimer quelqu'un. Vous êtes là à détourner à la paix. Il y a quelqu'un qui dénonce ce détournement. Vous ne pouvez pas l'aimer. Si vous trouvez l'occasion de le liquider, vous allez le liquider. Alors ici est-ce que on doit prendre les excuses de Badou? C'est pas parce que d'autres font qu'on doit fermer les yeux sur ce qui se passe chez nous, non? Non, pas d'excuses à la matière. Moi, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Nous sommes battus en 91 pour ça dans ce pays-là et nous continuons le combat. Comme on le dit, même si je ne suis pas d'accord avec toi, je me battrai jusqu'au bout pour que tu puisses le dire. Albert Londres, je crois. Albert Londres. Donc, moi, je pense que ça, ce sont des valeurs universelles, des valeurs sur lesquelles il ne faut pas tergiverser. L'homme, c'est la liberté. L'homme, c'est la liberté. Je déplore l'enlèvement, sinon le kidnapping de notre confrère, Aliou Touré. Je le condamne avec la dernière énergie. Je remercie au passage les fêtières et de la presse qui se sont mobilisés et toutes les bonnes foi, les bonnes volontés qui se sont mobilisées. Par le passé, chaque fois qu'il y a eu de tels événements malheureux, il y a des hommes politiques qui ont accompagné la presse. Il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui ont accompagné la presse. Parce que c'est le même combat, le combat de la liberté. Je déplore. Maintenant, quand même, comme on l'a dit, il y a des questionnements. Qui est à la base de cet acte malheureux? Il faut qu'on les sache. Aujourd'hui, c'est facile d'accuser le pouvoir. Mais quand on regarde bien le film des événements, la façon dont il a été enlevé, traité et relâché, je peux dire que c'est le cas le plus heureux. Franchement, il faut le dire. Le cas le plus heureux, qu'on enlève quelqu'un, il n'a pas été violenté, insulté, traumatisé, rien du tout. Et après, on vient, on le dépose tranquillement. On prend même soin de sa santé. Moi, je pense que c'est le cas le plus heureux. Donc, nous devons continuer à chercher pourquoi il doit avoir autre raison. En tout cas, ce mode opératoire est différent de tout ce qu'on a vu. Donc, ça donne lieu à beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pluralistes que le roi. Aujourd'hui, il y a des gens qui défendent tellement la transition qu'ils sont capables de tuer pour ça. Rien qu'à écouter sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont capables de faire du mal à cause de ça. Et tout tombe sur la tête du régime, du pouvoir. Malheureusement. Donc, moi, ceci dit, je voudrais quand même parler un peu de la question de droits de l'homme dans ce pays-là. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention. Lisons avec nos propres yeux. Donc, la grille de lecture là, que nous donne l'Occident, il faut abandonner cette grille de lecture. Nous sommes un pays envahi à 80% par des djihadistes, des narcotrafiquants, des vendeurs d'armes, des délinquants de tout acabit. Un pays est envahi. Ce pays qui se cherche, qui veut se relever, qui veut retrouver sa dignité. On vient lui opposer les droits de l'homme. C'est au Mali que des villages entiers ont été brûlés, effacés de la carte. Des centaines de morts. Des bus entiers brûlés vifs avec des gens là-dedans. Où étaient les droits de l'homme? Où étaient les droits de l'homme? Et puis en matière de droits de l'homme, c'est lorsque un régime politique prend des gens, les enferme pour leur opinion ou les tue pour leur opinion.
Mais un pays qui est en guerre, qui se bat pour retrouver sa souveraineté, s'il y a des erreurs de frappe, on parle des droits de l'homme. Non, ça ce n'est pas une question de droits de l'homme. Une question de droits de l'homme, ça veut dire que de façon volontaire, vous avez décidé de faire taire des gens en les brimant, en les torturant, en les tuant. Mais un pays qui est en guerre, s'il y a des erreurs de frappe et que des civils morts, nous présentons toutes nos condoléances à ces civils-là. Ce sont des Maliens comme nous. Mais on ne peut pas incriminer le Mali pour ça. Tandis que le même système des Nations Unies donne des permis de tuer. Ils ont donné le permis de tuer, on a tué Saddam. La communauté internationale a donné le permis de tuer, on voulait tuer Bachar al-Assad. Malheureusement, il ne s'est pas laissé faire. La même communauté a donné le permis de tuer à Kadhafi, on a tué Kadhafi. Et là, la Libye, aujourd'hui, tout le monde parlait, avant les gens partaient en aventure en Libye, et maintenant les Libyens sont devenus pauvres. On ne parle pas des droits de l'homme. Ceux qui ont fait ces actes-là sont encore là, personne n'est inquiété. D'accord. Et c'est le Mali qu'on veut fragiliser à travers ça. Non à l'instrumentalisation des droits de l'homme. Nous sommes tous défenseurs des droits de l'homme, mais nous disons non à l'instrumentalisation des droits de l'homme. Pour parler, j'enseigne directement un dernier mot concernant l'accord. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font. Beaucoup de choses se font. Mais comme la CEMA a été habituée à des valises remplies, c'est des maîtres chanteurs. Chaque fois qu'il y a un nouveau projet, pour qu'ils adhèrent au projet, il faut leur donner de l'argent. Sinon, ils n'adhèrent pas au projet. Ça, c'est fini. Ce processus est fini. Et le Mali est très tolérant. Sinon, moi, à la place de certaines autorités, vous rencontrez des ambassadeurs sans l'avis du gouvernement malien. Je vais expulser ces ambassadeurs-là. Vous prenez vos billets d'avion pour rencontrer en dehors du Mali sur la même question, sans l'avis du gouvernement malien, vous allez rester là-bas. Il est temps qu'on se dise la vérité dans ce pays. Je voudrais au passage saluer quand même le ministre Wagué qui fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a fermé ses portes. Mais rapidement, une autre agence a été créée pour indemniser les victimes, qu'on appelle l'autorité de gestion des réparations des victimes de différentes crises. Ça, c'est déjà créé. Il y a un second centre, le Centre pour l'unité et la paix, qui est en voie de création. Tout ça, c'est pour accompagner le processus. Donc le Mali est en train de faire des efforts politiques et administratifs pour accompagner cette situation-là. Donc on ne vient pas nous dire que le Mali traîne le pied et qu'on n'est pas... Non, moi je pense que vraiment le discours à sens unique, il faut que ça s'arrête. Quand la CEMA parle, la communauté internationale écoute. Mais quand le Mali parle, on n'écoute pas. Depuis quand on peut comparer un pays à un groupuscule? D'accord. Il faut éviter ça. Oui. Alors je reviens à Aliou Touré. Aminata Yelkoué l'a dit, on ne peut pas accuser le gouvernement à ce jour. Mais si ce n'est pas le gouvernement, ça peut être qui en ce moment? Mais je l'ignore, hein. Ça peut être n'importe qui. Badou l'a dit tout à l'heure, on est tous journalistes sur le plateau, on traite des sujets, en tout cas que beaucoup n'aimeraient pas voir dans les médias. On s'expose bien évidemment et nous en sommes conscients, mais est-ce pour autant nous méritons des enlèvements ou des menaces sur notre personne? Je ne le pense pas, mais ça peut être n'importe qui. Ainsi, ce n'est pas l'État. C'est Dieu seul qui le sait, puisqu'Aliou lui-même n'a rien vu. Nous qui n'étions pas là, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'accord. Alors, l'amunissement également, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a rendu une visite au contingent allemand de l'amunissement des casques bleus à Gao dans la perspective du retrait et a déjà annoncé à son arrivée à Bamako que l'Allemagne retire son contingent. Alors, quel peut être l'impact sur l'amunissement au Mali? Oui. D'accord. Moi, je pense que l'Allemagne est un pays pragmatique. L'Allemagne a pressenti la fin de l'amunissement depuis un certain temps. Et ils sont en train de faire lecture des différentes demandes des populations maliennes de mettre fin à la mission de l'amunissement. Moi, j'ai eu la chance de parcourir le pays. Pendant la crise, disons-nous la vérité, quand tu arrivais à Mopti, à Gao, à Tombouctou et à Kidal, tu avais l'impression qu'il n'y avait que l'amunissement et que sans l'amunissement, ces villes-là n'allaient pas exister.
En ce moment, la MINUSMA jouait un très bon rôle. Mais par fini, les gens ont compris que malgré cette apparence, derrière cette apparence, il y a une volonté d'étouffer un pays. Notamment à travers la France et certains pays de l'Union européenne. Et il est même temps que les Africains fassent lecture de l'Union européenne. Ils viennent défendre de façon commune leurs intérêts chez nous et sur notre dos. Et quand un pays dit ça, tous les autres suivent. Donc, ils ont commencé à aller dans ce sens-là. Pendant 10 ans, le mal pour lequel ils sont venus combattre s'est aggravé. Je vais vous caricaturer. Tu es devant ta porte. Tu appelles les voisins, tu cries aux voleurs, tu dis aux voisins, venez, les voleurs veulent rentrer chez moi. Ils ne sont pas encore rentrés, toi tu es devant ta porte. Tu cries, tous les quartiers sortent. Une heure de temps après, les mêmes voleurs sont dans ta chambre à coucher. Qu'est-ce qui se passe? En 92, quand le Mali demandait l'aide, le mal, c'était à Kidal seulement. Mais 10 ans après, c'est la presque totalité du territoire qui est pris, malgré la présence de la communauté internationale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La dernière visite de la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne au Mali ici, je crois que les autorités n'ont pas été très tendres avec elle. Le discours du ministre Abdoulaye Diop était très musclé. Et depuis lors, moi j'ai compris que l'Allemagne va se retirer. Et de plus en plus, l'Allemagne a compris que cette histoire c'est du pipeau. Donc, et surtout que les Maliens n'en veulent plus. Donc pourquoi elle va garder ses contingents? Aujourd'hui, c'est vrai, le départ de l'aménagement, sur le plan emploi, ça va créer beaucoup de postes vides, ça va faire beaucoup de chômeurs, mais aujourd'hui, les Maliens n'en veulent plus et il serait mieux que l'aménagement s'en aille. Je vais le dire pourquoi. Puisque le mal contre lequel nous nous battons, tant que le Mali n'arrivera pas à vaincre définitivement le phénomène terroriste, aucun développement ne sera possible. Et quel que soit le régime qui va venir 10 ans après, on ira à un autre coup d'État. Tant que cette situation demeure. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, en tant que journaliste, les crises ont eu raison de tous les gouvernements. Les crises ont eu raison de tous les gouvernements. Donc trouvons les moyens de mettre fin à ces crises. On peut dire que c'est la fin de l'aménagement, comme il se disait. Peut-être oui, peut-être non, peut-être pas du tout. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais en tout cas, il y a énormément de questions concernant l'aménagement au Mali aujourd'hui. Nous avons en tout cas parlé de mandat, on nous a parlé de mandat plus tôt et tout ce que l'aménagement peut faire ou ne peut pas faire au Mali. La question reste là. L'aménagement, on l'a vu choisir, en tout cas ses combats, souvent préférés plus aller dans le sens du développement que dans la protection des personnes. Bon, on s'est dit, puisqu'ils ont un mandat, la priorité des priorités, c'est bien évidemment la protection des personnes, en tout cas qui sont censées protéger. Voilà, donc oui, peut-être, oui. Il y a le que on ne comprend pas justement. Ils ont dit ils sont sous le chapitre 7, le mandat le plus robuste, mais malgré tout, on ne les a jamais vus engager le combat. Oui, et aussi le bilan est tout sauf réduisant quand on fait une évaluation de leur présence, comme ici l'a si bien dit. Et moi, je pense que peut-être je vais évoquer 2 points. Le premier, c'est le fait que lorsque la force Barkhane se retirait du Mali, et le président français Macron, qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Il n'était pas pour. Et il dit qu'ils sont là aussi pour protéger aussi l'aménagement. Si elle, sa mission, l'une de ses missions était de protéger la mission, si elle n'est pas là, en quoi l'aménagement pourrait être bénéfique pour le Mali encore? Il faut se poser cette question. Et par-delà également, il y a des organisations de la société civile, même par-delà, il y a des politiques qui pensent que l'aménagement n'a plus sa raison d'être au Mali ici. Mais quand tu viens aider quelqu'un et la personne te dit « je ne veux plus de toi », mais qu'est-ce que tu attends? Il faut rentrer chez toi. C'est aussi simple que ça. Et moi, je pense que c'est ce que l'aménagement elle-même doit comprendre aujourd'hui. L'Allemagne, c'est ce que l'Allemagne a compris.
elle est en train peut-être de réorganiser un peu, c'est-à-dire que ses relations avec le Mali. Et je sais que déjà, on a des militaires qui sont en formation là-bas. Et ici aussi, dans quel contexte également les relations, c'est-à-dire que le partenariat va continuer. Ils sont en train déjà de réfléchir un peu sur tout ça. Et ils ont compris, comme ici l'a si bien dit, que la MINUSMA c'est pour bientôt. Ça ne peut pas continuer. Voilà, en tout cas, c'est ce que moi je vois. Moi, qui suis peut-être du centre, je suis du pays de Gond, et je sais ce qu'on dit de la MINUSMA. La lecture que les gens ont de la présence de la MINUSMA là-bas. Pour la simple raison que, et puis ils ont évoqué, ils ont donné des exemples de cas, c'est-à-dire que des drames qui se sont produits sur le terrain là-bas. Franchement, on ne peut pas tirer une conclusion sans accuser la MINUSMA. Pour la simple raison que vous passez 30 minutes après, il y a une attaque. Est-ce que vous voyez? Oh, mais il y a une attaque, 30 minutes après, vous arrivez. Donc, c'est quand même c'est un peu flou. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, comme déjà nous sommes dans une posture de refondation, et le gouvernement, les autorités disent que tout ce qu'elles font, c'est sur la base de ce que le peuple a demandé. Alors ça, c'est une forte recommandation du peuple. Qu'ils l'acceptent et qu'ils fassent de telle sorte que bientôt la MINUSMA puisse quand même ramasser ses bagages et puis rentrer chez elle. C'est une bonne chose. Bon, moi, je pense que la MINUSMA est venue pour servir de force d'interposition entre les autorités et la CEMA et au-delà de cela, protéger la population. Mais pour ce qui est de la protection de la population, la MINUSMA n'a pas pleinement joué son rôle. On a vu ce qui s'est passé à Djamweli, à Dessagou, à Djalasagou, à Komoga, à Kolongo, à Naodje, à Sobanda, etc. etc. Vraiment, ça prouve que la MINUSMA n'a pas rempli sa part de contrat. Maintenant, pour ce qui est du départ des Allemands, lorsque la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, est venue, elle a avancé comme argument la présence de Wagner. Or, il n'y a pas Wagner au Mali. Et au-delà de cela, je écoute ce que Boris Pistorius a dit. Boris a bel et bien dit que quand les soldats allemands de la Bundeswehr partent en patrouille, ces soldats ne bénéficient pas de couverture aérienne, etc., etc. Donc, les autorités entravent les patrouilles de la force allemande. Mais je pense que le retrait se fera de façon graduelle. C'est-à-dire le dernier contingent de la Bundeswehr quittera en principe en mai 2024. Donc, c'est quelque chose qui a été bien calculé. C'est pour permettre aussi l'organisation des différents scrutins. Vous savez que l'Allemagne est un ami du Mali et c'est l'Allemagne qui a été le premier pays quand même à reconnaître le Mali indépendant. Et quand on a coupé le pont avec le Sénégal lors des événements de la Fédération du Mali, l'Allemagne nous a donné beaucoup de camions groupes et c'est ces camions groupes qui partaient chercher nos marchandises au port d'Abidjan. Donc nous sommes reconnaissants vis-à-vis de l'Allemagne. Mais je pense que le gouvernement allemand a eu ce bon sens de ne pas faire comme les Français. Parce qu'après le départ de Barkhane et de Takuba, on nous avait promis l'apocalypse et cet apocalypse n'a pas eu lieu, même si dans leur propagande ils disent que Menaka peut tomber d'un moment à un autre alors que Menaka ne tombera jamais. Voilà. D'accord, on espère. Nous avons été heureux et honorés de passer ces moments en votre compagnie. Boubacar Damele, Papis, Vincent Togo, Draman Diara, nous vous remercions. Vendredi prochain, en tout cas la fête de Ramadan. Non, pour la fête de Ramadan, c'est vendredi prochain. C'est vendredi. Voilà. Donc nous souhaitons bonne fête à tout le monde, à tous qui ont jeûné, à tous qui n'ont pas jeûné. Voilà, croyons, témoignons de notre foi et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour refaire l'actualité. Merci aux invités et certainement à dimanche prochain. Merci.